Anthologie française. Du bel lait, une émission de Stanislas Fumet, avec Michel Bouquet, Jean Topard et Martine Sarcey. Assistant René Raymond, réalisation Georges Gravier. Ce charmant gentilhomme, qui fut à son âme défendante un peu courtisan, mais on ne subsistait qu'à cette condition si l'on était pauvre et porteur d'un grand nom, Joachim du Bellay est le second de la Pléiade. Le maître, qui l'inscrivit sur le fronton du firmament, pour le présent et pour l'avenir, s'était jugé, avec l'assentiment de tous, il est vrai, le premier du groupe. Mais Joachim est plus que le brillant second de Ronsard. Bien des fois illégal, et c'est en définitive un personnage plus attachant. Du Bellay avait contre lui sa mauvaise santé, mais destinée curieuse, il partage avec le plus musical des poètes du XVIe siècle cette demi-surdité qui semble avoir gêné Pierre de Ronsard plus que lui. Il était homme à demander à son infirmité un petit avantage, celui de ne pas entendre dans les salons les propos des imbéciles. Mais, ajoutait le poète, il arrive que la surdité nous joue aussi de vilains tours, et qu'elle fasse de nous des inquiets, toujours soupçonneux qu'on profite de votre situation pour se moquer de vous, sans compter qu'elle vous exclut du conseil des seigneurs, ce qui, au XVIe siècle, pouvait être préjudiciable. Joachim l'écrira un jour à Ronsard, dans cet hymne à la surdité, qui lui est une occasion, parmi tant d'autres, de faire preuve de modestie en face de l'ami illustre. Au fond, s'il est toujours prêt à saluer en Ronsard le prince des poètes, notamment pour la facture de l'Ode, il sait que lui, Joachim du Bellay, est sans rival dans le sonnet. Mais ici, nous parlons en beaux alexandrins qui ne s'arrêtent pas sur la rime du 14e vers. À Pierre de Ronsard, Vendômois. Je ne suis pas Ronsard, si pauvre de raison de vouloir faire à toi de moi comparaison. À toi, qui ne serait un moindre sacrilège qu'aux muses comparer des pilles le collège, à Minerve Arachné, Marcie au Délien, ou à notre grand prince, un prince italien. Bien ai-je, comme toi, suivi dès mon enfance ce qui m'a plus acquis d'honneur que de chevance, cette sainte fureur qui, pour suivre tes pas, m'a toujours tenu loin du populaire bas, loin de l'ambition et loin de l'avarice, et loin d'oisiveté, des vices la nourrissent, aussi peu familière aux soldats de Pallas, comme elle est domestique aux prêtres et prélats. Au reste, quoique ceux qui trop me favorisent, au père de tes chansons les miennes autorisent, disant, comme tu sais, pour me mettre en avant, que l'un est plus facile et l'autre plus savant, si ma facilité semble avoir quelque grâce, si ne suis-je pourtant enflé de telle audace de la contrepeser avec ta gravité, qui sait à la douceur mêler l'utilité. Tout ce que j'ai de bon, tout ce qu'en moi je prise, c'est d'être, comme toi, sans fraude et sans feintise, d'être bon compagnon, d'être à la bonne foi, et d'être, mon Ronsard, demi-sourd, comme toi. Demi-sourd, oh, quelle heure! Plût au bon Dieu que j'eusse ce bonheur si entier, que du tout je le fusse. Cet hymne, écrit à la fin de sa vie, est toute une confession. Du Bellay a été comme Ronsard, bon camarade et franc comme l'or. Franc, pour lui, voulait dire français. Oh, à quel point nous y viendrons. Je ne suis pas de ceux qui, d'un vers triomphant, déguisent une mouche en forme d'éléphant, et qui, de leur cerveau, touchent à tout le reste, pour louer la folie ou pour louer la peste. Mais, sans changer la blanche à la noire couleur, et sous nom de plaisir déguiser la douleur, je dirais qu'être sourd, à qui la différence sait du bien et du mal, n'est mal qu'en apparence. Nature aux animaux a 5 sens ordonnés, le goûter, le toucher, l'œil, l'oreille et le nez, sans lesquels notre corps serait un corps de marbre, une roche, une souche ou le tronc d'un vieil arbre. Je laisse à discourir au jugement commun l'usage et différence et vertu d'un chacun, lesquels, pour présider en la part plus insigne, sont de plus grands services et qualités plus dignes, comme l'œil, le sentir, et ce nerf sinueux qui, par le labyrinthe d'un chemin tortueux, le son de l'air frappé, conduit dans la partie, qui discourt sur cela dont elle est avertie. Le pertuis de l'ouïe et les 3 petits os qui sont à cet effet en nos tempes enclos. De quel sage artifice et nécessaire usage la nature a bâti ce petit cartilage qui, de l'oreille étant le fidèle portier, droit sur le petit trou du caverneux sentier, bat éternellement.
si, d'une humeur épaisse, qui pour sa grande froideur résoudre ne se laisse, son bas continuel ne se trouve arrêté. D'où vient ce fâcheux mal qu'on nomme surdité, fâcheuse à l'ignorant, qui ne se fortifie des divines raisons de la philosophie. Mais qu'importe d'entendre mal, ce n'est pas pour les chiens que les livres sont faits. Ouvrons-les, dévorons-les, qu'ils soient écrits en latin, en grec, en italien, et faisons-en d'autres en français. Point de vocation plus pressante en Joachim que celle d'écrire. Ça a été toute sa vie. Bien qu'il eût volontiers troqué son métier de poète contre un office plus rentable et moins tourmentant, car c'était un homme de paix, cet angevin épris de douceur et de tranquillité. Il souffrait des aléas du métier d'écrivain, qui condamnait son homme à servir les grands. Il en avait deux dans sa famille, surtout un, le cardinal Jean du Bellay, tous deux ses cousins. Il devra, en 1553, accompagner Jean du Bellay à Rome, où il aura le temps d'assister au triomphe du cardinal et 3 ans après au commencement de sa déchéance. Car on n'est assuré de rien au XVIe siècle. Ces haines de parti, ces guerres religieuses, ces difficultés avec les calvinistes et les romains qui s'entre-déchirent, la nécessité de donner des coups de chapeau et de se garder à droite et à gauche. Il faut dire que la religion de Joachim n'en pâtit que peu. Il était bon catholique. Il eut ses heures dévotes et mystiques. Il a même inventé la lyre chrétienne. Il a été plus loin, féru d'écriture sainte. Il a conçu une israéliade qui eût répondu à la franciade de son cher Ronsard. Mais le temps lui a manqué. Du Bellay est mort jeune. Ses poumons étaient en mauvais état et il avait moins de la quarantaine lorsqu'il mourut, la nuit du 1er janvier 1560, il y a exactement de cela 400 ans. Si bien que nous pouvons célébrer ce soir le 4e centenaire du poète des regrets. Certes, il ne prévoyait pas que le 1er janvier lui serait néfaste quand, dans les vers lyriques de sa jeunesse, il publiait un si riant premier jour de l'an. C'est une ode sur Janvier, Janus aux 2 visages. Voici le père au double front, le bon Janus, qui renouvelle le cours de l'an qui, en un rond, amène la saison nouvelle. Renouvelons aussi toute vieille pensée, et tuons le souci de fortune insensée. Sus donc, que tardons-nous encore? Avant que vieillard devenir, chassons le soin qui nous dévore, trop curieux de l'avenir. Ce qui viendra demain, pensif ne te tienne. Les dieux ont en leurs mains ta fortune et la mienne. Tu vois de neige tout couvert les sommets de la forêt nue, qui quasi envoie à l'envers le fait de sa tête chenue. La froide bise ferme le gosier des oiseaux, et les poissons enferment sous le cristal des eaux. Veux-tu attendre les frimas de l'hiver qui déjà s'apprêtent pour faire de neige un amas sur ton menton et sur ta tête? Que tes membres transis, privés de leur verdeur, et les nerfs endurcis tremblent tous de froideur? Quand la saison amollira tes bras autrefois durs et roides, donc, malgré toi, périra le feu de tes moelles froides, que toute herbe ou étuve, tout génial repas, mais tout l'Etné et Vésuve ne réchaufferait pas. Mon fils, c'est assez combattu, disait la mère au fort Grégeois. Pourquoi ne te réjouis-tu avec ces filles quelquefois? Les vins, l'amour, consolent le triste cœur de l'homme, les enlégés s'envolent et la mort nous assomme. Je te souhaite pour t'ébattre durant cette morte saison un plaisir, voire 3 ou 4 que donne l'ami maison. Bon vin en ton cellier, beau feu, nuit sans souci, un ami familier, et bel ami aussi, qui de son luth, qui de sa voix, endorme souvent tes ennuis, qui de son babil quelquefois te fasse moins durer les nuits. Au lit, folâtre autant que ces chèvres lascives, lorsqu'elles vont broutant sur les herbeuses rives. Un Joachim bien gai encore, où se montrant tel, il changera, il se convertira, lèvera les yeux au ciel à la façon du platonisme chrétien. Avant son voyage à Rome, il fera déjà entendre, en 1552, sa célèbre complainte du désespéré, un long, très long gémissement, qui gagne à être raccourci. Mais ce n'est pas son motif qu'il se plaint. Il est malade, et, tout du Bellay qu'il est, Joachim n'a pas de fortune. Le voilà courroucé et qui ne cache pas sa triste humeur. Qu'ai-je depuis mon enfance?
sinon toute injuste offense sentie de mes plus prochains. Qui ma jeunesse passée aux ténèbres ont laissé, dont or mes yeux sont pleins. Et depuis que l'âge ferme a touché le premier terme de mes ans plus vigoureux, las, hélas, quelle journée fut oncle si mal fortunée que mes jours les plus heureux. Mes os, mes nerfs et mes veines, témoins secrets de mes peines, et 1000 soucis cuisants, avancent de ma vieillesse le triste hiver qui me blesse devant l'été de mes ans. Comme l'automne saccage les verts cheveux du bocage à son triste avènement, ainsi peu à peu s'efface le crêpe, honneur de ma face, veuve de son ornement. Mon cœur jade venu marbre, en la souche d'un vieil arbre, à tous mes sens transmués, et le soin qui me dérobe me fait semblable à Niobe, voyant ses enfants tués. Quelle Médée ancienne, par sa voix magicienne, m'a changé si promptement, fichant d'aiguilles cruelles, mes entrailles et moelles servent de l'enchantement. Armez-vous contre elle donc, ô vous mes vers. Et si oncle la fureur vous enflamma, faites-lui sentir l'iambe, dont contre l'ingrat Lycambe la rage Archiloque arma. Ô nuit, ô silence, ô lune, que cette vieille importune ose du ciel arracher. Pourquoi ont la terre et l'onde, mais pourquoi a tout le monde conspiré pour me fâcher? La vérité, c'est que Joachim ne se désenglue pas de procès qui le tracassent. Mais il a d'abord fait allusion à sa naissance. On en date imprécisément l'année, probablement 1522, comme Ronsard, ou 1524, à l'en croire. En tout cas, il est orphelin avant d'avoir atteint 10 ans. Après la mort de ses parents, son frère aîné, 15 ans de plus que lui, devient son tuteur. Nous l'avons dit angevin, ce que tout le monde sait, il a chanté si gracieusement sa Loire et la douceur angevine de son lyré qu'elle baigne devant Ancenis. Le manoir où il naquit, la Turmelière, dont il ne reste que des ruines, était un domaine de quelques hectares. Sa famille appartenait à la branche du Bellay la plus dépouillée. On ignore tout de l'éducation que l'enfant reçut. Il aima très vite la nature et la poésie. Pour vivre, il songe aux armes. Sa constitution fragile ne l'y dispose pas. Le voici tonsuré, mais c'est un clerc qui ne se destine pas à la prêtrise. Il cherche quelques bénéfices ecclésiastiques. 2 de ses cousins, Guillaume et Jean du Bellay, comptent parmi les personnages du royaume les plus en vue. Le premier meurt en 1543. Il faut donc s'adresser au second, le puissant cardinal Jean du Bellay. Disposé à le servir, Joachim étudiera le droit à l'université de Poitiers, où il rencontre des esprits distingués, des érudits, des poètes, comme il va le devenir. Mais nous voulions seulement justifier un passage de la complainte. Joachim, jusqu'à sa mort, sera noyé dans la procédure, où les affaires de famille ne lui laisseront point de répit. Il est d'une maladresse extrême pour y nager, comme certains poètes, pas tous. Finalement, Joachim du Bellay ne sera qu'écrivain. Je dis écrivain parce qu'il n'est pas seulement poète en 2 langues, française et latine. Il brille avant tout comme auteur de cette préface à ses premiers poèmes, défense et illustration de la langue françoise. Le manifeste de la Brigade, et même de la Pléiade, qui est un morceau de prose extraordinairement vif. Joachim du Bellay, c'est le parfait homme de lettres, comme on l'était souvent alors où les lettres n'avaient jamais eu tant de prestige. C'est que l'humanisme avait créé cette fonction. Il l'avait, pour ainsi dire, sous le regard bienveillant des princes du royaume, officialisée. La Brigade, c'était un mouvement, la Pléiade, c'est une académie. La Brigade. Ainsi désigne-t-on le premier rassemblement des poètes nouveaux qui, sous l'impulsion de la Renaissance, avaient, autour de Jacques Pelletier, traducteur d'Horace et humaniste accompli, décidé de prendre les anciens pour modèle afin de donner à la langue française plus de richesse et d'élégance. Pelletier s'était trouvé au Mans pour les funérailles de Guillaume du Bellay en 1543, et c'est là qu'il avait rencontré Joachim, ainsi, heureuse surprise, un jeune page fraîchement tonsuré, Pierre de Ronsard. L'année suivante, Ronsard vient à Paris et s'installe chez Lazare de Baïf, le père de
On ne sait au juste si c'est à Poitiers ou au Mans que le page Ronsard a rencontré pour la première fois Joachim, qui lui était apparenté. Toujours est-il que Du Bellay se décide lui aussi à gagner Paris. C'est au collège de Coqueret, sur la montagne Sainte-Geneviève, avec Dora pour principale, qu'un petit cercle d'internes se forme autour de l'helléniste qui invite ses étudiants à jouir des beautés de la littérature antique. Nous disons cercle, il devient troupe, en italien brigade. À Ronsard, Baïf et Du Bellay, à Pierre Desmireurs et Guillaume Capelle, se joignent un peintre musicien, Denisot, René Durvois, gentilhomme angevin, et plusieurs autres, tous, sinon poètes, amateurs de rythme et de musique. Un architecte, Pierre Lescaut, à qui l'on doit la plus belle façade de la cour du Louvre, un peintre, François Clouet, se rapprochent d'eux. Comment ne pas citer parmi les excursions de ces écoliers le folâtrissime voyage d'Arcueil qu'on n'oublie pas. Les poètes de la brigade à cette époque n'ont à peu près rien publié, mais ils ont déjà écrit, si bien que lorsque paraît en juin 1548 un certain art poétique de Sebillet, la brigade se sent cruellement offensée. Nos poètes, gens irritabile, comme leurs prédécesseurs et comme leurs descendants, jaloux toujours de la priorité de leurs idées, s'empressent de composer un manifeste appelé à recouvrir largement le programme de Sebillet. C'est Joachim qui est chargé de sa rédaction, et 10 mois après l'art poétique du rival, en mars 1549, paraît à son tour le manifeste que Joachim signe d'initiales mystérieuses, IDBA. Il fallait savoir que cela signifiait Joachim du Bellay Angevin. Ronsard et les autres ont certainement pris part à la composition de la défense et illustration de la langue françoise, mais elle est de la plume de Joachim du Bellay, et si la brigade a choisi celui-ci pour présenter les théories de la troupe, c'est en raison à la fois de son talent et de son nom. De quoi s'agit-il ? De revendiquer pour les Français l'honneur d'une langue qui ne soit pas inférieure à celle des Italiens, pas davantage à celle des anciens, latins ou grecs. Ce n'était pas encore une querelle des anciens et des modernes, c'était la réclamation du droit pour le parler français de s'aligner sur les plus nobles des langages qu'avait sur son chemin rencontré la culture. Du Bellay le déclare tout de go. À ce propos, je ne puis assez blâmer la sotte arrogance et témérité d'aucun de notre nation qui, n'étant rien moins que grecs ou latins, déprisent et rejettent d'un sourcil plus que stoïque toute chose écrite en français. Et ne me puis assez émerveiller de l'étrange opinion d'aucun savant qui pense que notre vulgaire soit incapable de toutes bonnes lettres et érudition, comme si une invention, pour le langage seulement, devait être jugée bonne ou mauvaise. À ceux-là, je n'ai entrepris de satisfaire. Les Romains, écrit Du Bellay, ont eu beaucoup de succès militaires, qui ont imposé partout leur langue et leurs auteurs. C'est une chance qui a manqué à nos Gaulois. Au contraire, les faits des autres nations, singulièrement des Gaulois, avant qu'ils tombassent dans la puissance des Français, et les faits des Français même, depuis qu'ils ont donné leur nom aux Gaules, ont été si mal recueillis que nous en avons quasi perdu non seulement la gloire, mais la mémoire. À quoi a bien aidé l'envie des Romains, qui, comme par une certaine conjuration conspirant contre nous, ont exténué en tout ce qu'ils ont pu nos louanges belliques dont ils ne pouvaient endurer la clarté. Et non seulement nous ont fait tort en cela, mais pour nous rendre encore plus odieux et contemptibles, nous ont appelés brutaux, cruels et barbares. Quelqu'un dira, pourquoi ont-ils exempté les Grecs de ce nom ? Parce qu'ils se fussent fait plus grand tort qu'aux Grecs mêmes, dont ils avaient emprunté tout ce qu'ils avaient de bon, au moins quant aux sciences et illustrations de leur langue. Ces raisons me semblent suffisantes de faire entendre à tout équitable estimateur des choses que notre langue, pour avoir été nommée barbare, ou de nos ennemis, ou de ceux qui n'avaient loi de nous bailler ce nom, ne doit pourtant être déprisée, même de ceux auxquels elle est propre et naturelle, et qui en rien ne sont moindres que les Grecs et Romains. Mais pour notre poète, il ne s'agit pas seulement de défendre, il convient aussi d'illustrer, d'apporter des arguments, de fournir des preuves qu'une tradition française existe, qu'un beau parler français est possible. Un art d'écrire, enfin, digne de se fixer dans la mémoire des hommes. On ne va pas le créer de toutes pièces. Nous en disposons déjà. Et si le mérite en revient à quelqu'un, c'est beaucoup à notre grand roi François. Joachim du Bellay se plaît à proclamer les hautes vertus de François Ier, ami des arts et des lettres.
Il est attaché à sa sœur, Marguerite de Navarre, et il fera de la seconde Marguerite, la jeune Marguerite de France, sa déesse, comme il dira. Mais revenons à la défense et illustration. Pourquoi le français ne serait-il pas apte à tout dire? Je laisserai en cet endroit les superstitieuses raisons de ceux qui soutiennent que les mystères de la théologie ne doivent être découverts et quasi comme profanés en langage vulgaire, et ce que vont alléguant ceux qui sont d'opinion contraire, car cette disputation n'est propre à ce que j'ai entrepris, qui est seulement de montrer que notre langue n'a point eu à sa naissance les dieux et les astres si ennemis, qu'elle ne puisse un jour parvenir au point d'excellence et de perfection aussi bien que les autres, attendu que toutes sciences se peuvent fidèlement et copieusement traiter en missel. Comme on peut voir en si grand nombre de livres grecs et latins, voire bien italiens, espagnols et autres, traduits en français par maintes excellentes plumes de notre temps. Au sujet de la traduction des plus belles œuvres étrangères, Du Bellay raisonne très justement. On leur ôte le sang, on les glace, dit-il. Il vous semblera passer de l'ardente montagne d'Etna sur le froid sommet du Caucase. Alors, faisons une littérature française, comme les autres ont fait la leur. La langue française a sa nature, mais si telle autre est reconnue plus douce, plus chantante, cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas aussi notre douceur. Il est bien vrai que nous usons du prescrit de nature, qui pour parler nous a seulement donné la langue. Nous ne vomissons pas nos paroles de l'estomac comme les ivrognes. Nous ne les étranglons de la gorge comme les grenouilles. Nous ne les découpons pas dans le palais comme les oiseaux. Nous ne les sifflons pas des lèvres comme les serpents. Si en telle manière de parler j'y la douceur des langues, je confesse que la nôtre est rude et malsonnante. Mais aussi nous avons cet avantage de ne tordre point la bouche en 100 000 sortes comme les singes, voire comme beaucoup mal se souvenant de Minerve, qui jouant quelquefois de la flûte et voyant en un miroir la déformité de ses lèvres, la jeta bien loin, malheureuse rencontre au présomptueux Marsyas qui depuis en fut écorché. Quoi donc, dira quelqu'un, veux-tu à l'exemple de ce Marsyas qui osa comparer sa flûte rustique à la douce lyre d'Apollon, égaler ta langue à la grecque et latine? Je confesse que les auteurs d'Icelle nous ont surmontés en savoir et faconde, lesquelles choses leur a été bien facile de vaincre ceux qui ne répugnaient point. Mais que par longue et diligente imitation de ceux qui ont occupé les premiers, ce que nature n'a pourtant dénié aux autres, nous ne puissions leur succéder aussi bien en cela que nous avons déjà fait en la plus grande part de leurs arts mécaniques, et quelquefois en leur monarchie, je ne le dirai pas, car telle injure ne s'étendrait seulement contre les esprits des hommes, mais contre Dieu, qui a donné pour loi inviolable à toute chose créée, de ne durer perpétuellement, mais passer sans fin d'un état en l'autre, étant la fin et corruption de l'un, le commencement et génération de l'autre. Quelque opiniâtre répliquera encore, ta langue tarde trop à recevoir cette perfection. Et je dis que ce retardement ne prouve point qu'elle ne puisse la recevoir. Ainsi je dis qu'elle se pourra tenir certaine de la garder longuement, l'ayant acquise avec si longue peine, suivant la loi de nature qui a voulu que tout arbre qui naît, fleurit et fructifie bientôt, bientôt aussi, en vieillisse et meure, et au contraire, celui duré par longues années, qui a longuement travaillé à jeter ses racines. Reste à savoir ce que nous allons faire. On a reproché à la Renaissance ronsardienne et aux théories de Joachim du Bellay de vouloir substituer l'esprit de l'antique ou du toscan à ce qui faisait la grâce de notre parler vilonesque. Comme rondeaux, écrit Joachim, ballades, virelais, chants royaux, chansons et autres telles épiceries qui corrompent le goût de notre langue et ne servent sinon à porter témoignage de notre ignorance. Laissons cela, dit-il, aux jeux floraux de Toulouse et aux puits de Rouen. Sonne-moi ces beaux sonnets, non moins doctes que plaisante invention italienne, conforme de nom à l'ode, et différente d'elle seulement pour ce que le sonnet a certains vers réglés et limités. Et l'ode peut courir par toute manière de vers librement, voire en inventer à plaisir à l'exemple d'Horace, qui a chanté en 19 sortes de vers, comme disent les grammairiens. Pour le sonnet, donc, tu as Pétrarque, et quelques modernes italiens. Chante-moi, d'une musette bien résonnante et d'une flûte bien jointe, ces plaisantes églogues rustiques, à l'exemple de Théocrite et de Virgile,
marine, à l'exemple de Cénazare, gentilhomme néapolitain. C'est que Joachim, comme Ronsard, veut ramener la langue au genre noble, mais le renouvellement des formes était peut-être nécessaire, et Joachim ne se lance pas dans l'amour du passé au petit bonheur. Il est prêt à de grands sacrifices pour s'élever plus haut. Cela, c'est l'esprit aristocratique de la Renaissance qui abjure le caractère populaire du Moyen-Âge. Le goût doit régner parce qu'il distingue. L'humanisme a ses exigences qui font des morts. Joachim a pesé le sérieux de l'enjeu. Qui veut voler par les mains et bouches des hommes doit longuement demeurer en sa chambre. Et qui désire vivre en la mémoire de la postérité doit, comme mort en soi-même, suer et trembler maintes fois. Et autant que nos poètes courtisans boivent, mangent et dorment à leur aise, endurés de faim, de soif et de longues vigiles. Ce sont les ailes dont les écrits des hommes volent au ciel. Mais il cherche à ne pas perdre tels éléments acquis par la langue populaire ou cette tournure plus tendre qu'il veut que l'on retienne de notre vieux parler. Ceci est admirable. Par quoi je renvoie tout au jugement de ton oreille. Quant au reste, use de mots purement français, non toutefois trop communs, non point aussi trop inusités, si tu ne voulais quelquefois usurper et quasi comme enchâsser ainsi qu'une pierre précieuse et rare, quelques mots antiques en ton poème, à l'exemple de Virgile, qui a usé de ce mot oli pour illi, olaï pour olé et autres. Pour ce faire, te faudrait voir tous ces vieux romans et poètes français, où tu trouveras un ajourné pour faire jour, que les praticiens se sont fait propres, à nuiter pour faire nuit, à séner pour frapper où on visait, et proprement d'un coup de main, isnel pour léger, et mille autres bons mots que nous avons perdus par notre négligence. Ne doute point que le modéré usage de tels vocables ne donne grande majesté tant au vers comme à la prose, ainsi que font les reliques des saints aux croix et autres sacrés joyaux dédiés au temple. Il étudie la rime, note l'intérêt qu'a notre poésie à l'alterner masculine et féminine, et quel sens de la musique des vers. Quand je dis que la rime doit être riche, je n'entends qu'elle soit contrainte et semblable à celle d'aucuns qui pensent avoir fait un grand chef-d'œuvre en français quand ils ont rimé un imminent et un éminent, un miséricordieusement et un mélodieusement, et autres de semblables farines, encore qu'il n'y ait sens ou raison qui vaille. Mais la rime de notre poète sera volontaire, non forcée, reçue, non appelée, propre, non aliène, naturelle, non adoptive, bref, elle sera telle que le vers tombant en icelle ne contentera moins l'oreille qu'une bien harmonieuse musique tombant en un bon et parfait accord. La rime, selon Joachim, qui se réfère à Jean le Maire de Belge, c'est Bardus V, roi des Gaules, qui en serait l'inventeur. Un bon point pour les Celtes. Elle a été introduite dans les vers par les poètes bardes. Autre chose, comment dire les vers? Tu les prononces d'un son distinct, non confus, viril, non efféminé, avec une voix accommodée à toutes les affections que tu voudras exprimer en tes vers. Nous lisons cette grâce de prononcer avoir été fort excellente en Virgile, et tel qu'un poète de son temps disait que les vers de lui par lui prononcés étaient sonoreux et graves, par autres, flasques et efféminés. Enfin, la défense et illustration se terminent par un conseil de brutalité, foncez sur les Romains et foncez sur les Grecs. Ne craignez plus ces oies criardes, ce fier Manly et ce traître Camille qui, sous ombre de bonne foi, vous surprennent tous nus comptant la rançon du Capitole. Donnez-en cette Grèce mentresse, et y semez encore un coup la fameuse nation des Gallo-Grecs. Pillez-moi sans conscience les sacrés trésors de ce temple delphique, ainsi que vous avez fait autrefois. Et ne craignez plus ce muet Apollon, ces faux oracles, ni ces flèches rebouchées. Vous souviennent de votre ancienne Marseille, seconde Athènes, et de votre Hercule gallique, tirant les peuples après lui par leurs oreilles, avec une chaîne attachée à sa langue. C'était beau, c'était jeune et courageux.
La défense fit du vacarme, et la doctrine dûment établie, la brigade sembla trop lourde. Les Lyonnais s'y engageaient, Pontus de Thiard et Claude de Taillement, des Marotiques même, Guillaume des Hôtels, Louis des Masures. Trop de participants. Ronsard réduit le nombre des poètes. Restent en piste ou en coupe du ciel les 7 astres. Ronsard, Du Bellay, Pontus de Thiard, Baïf, Guillaume des Hôtels, le dramaturge Jodelle et la Péruse. Jacques Pelletier remplace bientôt Guillaume des Hôtels et Rémy Belleau la Péruse quand il meurt. À la suite de la Défense, Joachim du Bellay avait publié ses propres poèmes, l'Olive et quelques autres œuvres poétiques. L'année suivante reparaît l'Olive augmentée, c'est-à-dire avec la musaniomachie, le combat des muses contre l'ignorance et toujours autres œuvres poétiques. L'Olive a été critiquée. Elle nous semble aujourd'hui fort belle, car ce que j'appellerais cette ciselure en dur nous convient mieux, depuis que la langue française a eu mal armé, que des réussites plus commodes. L'Olive n'est pas sans analogie avec la Délie de Maurice Sèvres, le premier canzionnaire français, mais elle ne présente rien d'hermétique à l'encontre de l'œuvre à tiroir secret du kabbaliste amoureux. L'Olive, c'est une olive et une femme que le poète chante sous ce nom d'Olive, un prénom plutôt, car le nom de la belle nous ne le connaissons pas. Sur la vie sentimentale de Joachim du Bellay, nous n'avons que des lueurs imprécises. Mais Olive existe, du Bellay, qui lui donne l'être, ne sépare pas sa dame de son Loir fameux, ne l'en sépare, le lui compare. D'amour, de grâce et de haute valeur, les feux divins étaient saints, et les cieux s'étaient vêtus d'un manteau précieux à raies ardents de diverses couleurs. Tout était plein de beauté, de bonheur, la mer tranquille et le vent gracieux, quand celle-là naquit en ces bas lieux, qui a pillé du monde tout l'honneur. Elle prit son teint des beaux lys blanchissants, son chef de l'or, ses 2 lèvres de rose, et du soleil ses yeux resplendissants. Le ciel, usant de libéralité, mit en l'esprit ses semences encloses, son nom des dieux prit l'immortalité. Loir fameux, qui ta petite source enfle de maint gros fleuves et ruisseaux, et qui de loin coule tes claires eaux en l'océan d'une assez vive course. Ton chef royal hardiment bien haut pousse, et apparaît entre tous les plus beaux, comme un taureau sur les menus troupeaux, quoique le pot envieux s'en courrousse. Commande donc aux gentilles naïades sortir dehors leurs beaux palais humides, avec toi leurs fleuves paternels, pour saluer de joyeuses aubades celle qui t'a, et tes filles liquides, déifiées de ce bruit éternel. Ce sont des sonnets décasyllabiques. Ils pétrarchisent, mais c'est la mode. Tel de ces sonnets entre plus profond dans la passion. Il a des accents mystiques pour un objet qui ne l'est pas. C'est le XVIe siècle. La nuit m'est courte, et le jour trop me dure. Je fuis l'amour et le suis à la trace. Cruel me suis et requiert votre grâce. Je prends plaisir aux tourments que j'endure. Je vois mon bien et mon mal je procure. Désir m'enflamme et crainte me rend glace. Je veux courir et jamais ne déplace. L'obscur m'éclaire et la lumière obscure. Vôtre je suis et ne puis être mien. Mon corps est libre et d'un étroit lien je sens mon cœur en prison retenu. Obtenir veut et ne puis requérir. Ainsi me blesse et ne me veut guérir ce vieil enfant aveugle archer et nu. Ce que je sens, la langue ne refuse vous découvrir quand suis de vous absent. Mais tout soudain que près de moi vous sens, elle devient et muette et confuse. Ainsi l'espoir me promet et m'abuse. Moins près je suis quand plus je suis présent. Ce qui me nuit, c'est ce qui m'est plaisant. Je quiers cela que trouvé je récuse. Joyeux la nuit, le jour triste je suis. J'ai en dormant ce qu'en veillant poursuit. Mon bien est faux, mon mal est véritable.
d'une me plaint, et défaut n'est en elle. Fais donc, amour, pour m'être charitable, brève ma vie ou ma nuit éternelle. Au goût de l'eau, la fièvre se rapaise, puis ses vertus au cours qui semblait lent. Amour aussi m'est humble et violent, quand le corail de vos lèvres je baise. L'eau goutte à goutte anime la fournaise d'un feu couvert le plus étincelant. L'ardent désir que mon cœur vacelant, par vos baisers se fait plus chaud que braise. D'un grand trait d'eau qui fraîchement distille, souvent la fièvre est éteinte, madame. L'onde à grands flots rend la flamme inutile. Mais, ô baiser, délice de mon âme, vous ne pourriez, et fussiez-vous 100 000, guérir ma fièvre ou éteindre ma flamme. Et pour finir, soyons amants de la beauté à travers la dame qui ne fait que la symboliser. On n'ignore pas la règle du genre, et le platonisme en a jeté la clé en plein ciel. Si notre vie est moins qu'une journée en l'éternel, si l'an qui fait le tour chasse nos jours sans espoir de retour, si périssable est toute chose née, que songes-tu, mon âme emprisonnée? Pourquoi te plaît l'obscur de notre jour, si, pour voler en un plus clair séjour, tu as au dos l'aile bien empennée? Là est le bien que tout esprit désire, là le repos où tout le monde aspire, là est l'amour, là le plaisir encore. Là, ô mon âme, au plus haut ciel guidé, tu y pourras reconnaître l'idée de la beauté qu'en ce monde j'adore. Les amours de Joachim du Bellay ne sont guère analysables. C'est d'amour même qu'il est question. Vénus est là, Cupidon aussi. Mais pas d'histoire avec Joachim. Il se raconte dans ses vers, mais juste ce qu'il faut de subjectif pour généraliser. Il nomme ses amis, ses confrères, il vante la Marguerite royale. Il chante François, il salue son roi Henri II. Il n'a pas le coup de chapeau trop bas. Il remplit ses devoirs avec la négligence d'un grand seigneur que ça n'amuse guère. Mais il aime tant son pays, sa patrie, comme il dira, patrie desiderium, que les hommes qui l'honorent n'en sauraient être que les éléments, comme dans un jardin on remarque les arbres les plus élancés ou les plus feuillus. Tous les poètes latins se reflètent assurément dans les vers de Joachim, or n'était-ce pas son but? Ne point les traduire, mais en faire autant qu'eux dans notre français, qui rivalise avec le latin des Romains et n'amoindrit pas les figures de leurs dieux. Le roi, le père des dieux, tient les cieux dessous son obéissance. Neptune, la mère tempère, et son frère sur les enfers a puissance. Mais ce petit dieu des mers, ciel et mer, est le plus bas de la terre, d'un sceptre victorieux, glorieux, sous son pouvoir tient et sert. Sans lui du ciel le haut temple, large et ample, en ruine tomberait, avec chaque élément, tellement discorde partout serait. Amour, gouverneur des villes, loi civile et juste police ordonne, et l'heure de paix qu'on va tant souhaitant, c'est lui seul qui nous le donne. Les richesses de Céret, les forêts, les cèpes, les plantes et fleurs, prennent d'amour origine, goût, racines, vertus, formes et couleurs. Par lui tout genre d'oiseaux sur les eaux et par les bois s'entretient, tout animal de servage et sauvage de lui son essence tient. Par ce petit Dieu puissant, délaissant le doux giron de la mer, la vierge femme se treuve et fait preuve de la flamme douce amère. Que me chaud si on le blâme, et sa flamme, amour ne sait abuser, et ceux qui mal en reçoivent ne le doivent, mais eux-mêmes accuser. Amour est tout bon et beau, son flambeau n'enflamme les vicieux. Juste est et de simple foi, c'est pourquoi il est tout nu et sans yeux. Leurs victorieux charrois, ducs et rois, doivent à ces saints autels le poétique ouvrier son laurier et les dames leur beauté. Puis donc il est notre auteur, sa hauteur, bien adorée nous devons, dessus son autel sacré, sachant gré à lui de quoi nous vivons.
La jeunesse, hélas, nous fuit, et la suit le froid âge languissant. Ah donc sont inutiles les scintilles du feu d'amour périssant. Du Bellay est philosophe, c'est un vivant désabusé. Il surprend la nymphe écho toute dolente, l'amoureux l'interroge. Piteux écho, qui erre dans ces bois, réponds au son de ma dolente voix. D'où ai-je pu ce grand mal concevoir, qui m'ôte ainsi de raison le devoir? De voir Qui est l'auteur de ces mots à Vénus? Vénus, Comment en sont tous mes sens devenus? nu, Qu'étais-je avant qu'entrer en ce passage? sage, Et maintenant, que sens-je en mon courage? rage, Qu'est-ce qu'aimer et s'en plaindre souvent? vent, Que suis-je donc lorsque mon cœur enfant? enfant, Qui est la fin de prison si obscure? cure, Dis-moi, quelle est celle pour qui j'endure? dur, Sent-elle bien la douleur qui me point? point, Oh, que cela me vient bien mal à point. Me faut-il donc, ô débile entreprise, lâcher ma proie avant que l'avoir prise? Si vaut-il mieux avoir cœur moins hautain qu'ainsi languir sous espoir incertain? L'heure vient où Du Bellay cessera de pétrarchiser. Il est malheureux. Il apprend la mort de Marguerite de Navarre et il lui dresse un tombeau tout en quatrain d'une douloureuse gravité. Il ne loue plus que la vertu. C'en est fini pour lui d'Homère et de Virgile, comme d'Ovide et d'Horace et de Pétrarque. Le chrétien a un autre Dieu que les figurants de l'Olympe. C'est le Dieu des Juifs et du Christ. L'Israéliade ne sera pas composée, mais Du Bellay nous en donne un avant-goût dans la monomachie de David et Goliath. Ce David, le prophète, il est disposé à l'imiter. Mais vite, il s'aperçoit qu'on ne renonce pas impunément à ses inclinations poétiques. Ne répudions pas notre muse, faisons-la chanter la vertu, l'élévation de l'âme. Ne feignons pas de mépriser Vénus, remettons-lui sa ceinture. Et Joachim reprend ses sonnets. Il en fait les beaux sonnets de l'honnête amour, qui ont dû ravir Charles Péguy, autre fils de Loire. Une froideur secrètement brûlante brûle mon corps, mon esprit, ma raison. Comme la poix anime le tison par une ardeur lentement violente. Mon cœur tiré d'une force alléchante, dessous le joug d'une franche prison, boit à longs traits l'aigre douce poison qui tous mes sens heureusement enchante. Le premier feu de mon moindre plaisir fait halter mon altéré désir. Puis de nos cœurs la céleste androgyne plus saintement vous oblige ma foi. Car j'aime tant cela que j'imagine que je ne puis aimer ce que je vois. Quand je suis près de la flamme divine, où le flambeau d'amour est allumé, mon saint désir, saintement emplumé, jusqu'au tiers ciel d'un prime vol m'achemine. Mes sens ravis d'une douce rapine laissent leur corps de grand aise pâmer, comme le sein des 12 mieux aimés qui reposa sur la sainte poitrine. Ainsi l'esprit, dédaignant notre jour, court, fuit et vole en son propre séjour, jusques à temps que cette divine dextre hausse la bride au folâtre désir du serviteur, qui, près de son plaisir, sent quelquefois l'absence de son maître. En avril 1553, Joachim du Bellay accompagne donc son cousin, le cardinal évêque de Paris, à Rome. Il fait un beau voyage, comme il le dira, celui du grand chemin royal, Paris, le Bourbonnais, Lyon. Mais pour regretter bientôt à Rome sa France, sa Loire et son lyré. Il entre avec tout son cœur dans la ville éternelle, et il en veut être le poète. Son humanisme est d'abord aux anges.
Il fait l'inventaire des lieux, et le poète ne manque pas de lyrisme pour décrire les antiquités romaines, et le philosophe pour proclamer l'orgueil de tout cet ensemble de constructions sublimes qui s'est écroulé. Hélas, ce qui a pris la place de ces ruines augustes ne l'émerveille nullement, surtout à l'usage. La cour pontificale et ses dépravations lui font regretter l'autre cour, celle du roi de France, la regretter au point qu'il composera sous ce titre précisément de regret son journal romain. Il ne faut pas croire cependant que Joachim ait tout de suite déploré son sort, mais le métier que le cardinal lui assigne est des plus désagréables pour un poète. On en a fait un intendant, et ce n'est pas pour cela qu'il s'était rendu à Rome. Il vit fastueusement, c'est sûr, il trouve à Rome des amis exquis, Bailleul, Olivier de Magny, mais il est chargé d'emprunter aux banques pour la maison du cardinal, de se disputer avec ses prêteurs, de négocier, enfin tout ce qu'il déteste. Peu à peu, Rome lui apparaît nauséabonde, comme le repère des vices, et Rome est toujours sur un pied de guerre. Notre humaniste chrétien est désenchanté. Oh, il ne songe plus à relever pour l'Église la lyre du psalmiste. Après 3 ans de vie romaine, il se décide à faire des vers pour un autre objet, et ils sont plaisants, mordants, vengeurs. De quelque mal un chacun se lamente, mais les moyens de plaindre sont divers. J'ai, quant à moi, choisi celui des vers pour désaigrir l'ennui qui me tourmente. Et c'est pourquoi d'une douce satire, entremêlant les épines aux fleurs, pour ne fâcher le monde de mes pleurs, j'apprête ici le plus souvent à rire. Du Péguy avant la lettre, ces 2 sonnets. J'aime la liberté et languis en service. Je n'aime point la cour et me faut courtiser. Je n'aime la feintise et me faut déguiser. J'aime simplicité et n'apprends que malice. Je n'adore les biens et sers à l'avarice. Je n'aime les honneurs et me les faut priser. Je veux garder ma foi et me la faut briser. Je cherche la vertu et ne trouve que vice. Je cherche le repos et trouver ne le puis. J'embrasse le plaisir et n'éprouve qu'ennui. Je n'aime à discourir, en raison je me fonde. J'ai le corps maladif et me faut voyager. Je suis né pour la muse, on me fait ménager. Ne suis-je pas, Morel, le plus chétif du monde? Si pour avoir passé sans crime sa jeunesse, si pour n'avoir d'usure enrichi sa maison, si pour n'avoir commis homicide ou trahison, si pour n'avoir usé de mauvaise finesse, si pour n'avoir jamais violé sa promesse, on se doit réjouir en l'arrière-saison, je dois à l'avenir, si j'ai quelque raison, d'un grand contentement consoler ma vieillesse. Je me console donc en mon adversité, ne requérant au Dieu plus grand félicité que de pouvoir durer en cette patience. Ô Dieu, si vous avez quelque souci de nous, octroyez-moi ce don, que j'espère de vous, et pour votre pitié, et pour mon innocence. L'innocent du Bellay ne trouve rien dans cette Rome où tout le monde passe, qui vaille sa chère France. Il ne voit au palais, dit-il, que vices déguisés, en banque qu'usure infinie, et des Florentins bannis, des Siennois misérables. Dans toute la cité, la grande bande lascive de Vénus. Les courtisanes appellent les gens de derrière leurs volets. Si Joachim passe de la ville neuve à l'ancienne, il n'aperçoit que de vieux monuments en grands monceaux pierreux. Le pape, c'est Paul IV, et l'un des cardinaux, le neveu du souverain pontife, ce Carlo Carafa, qui a si mauvaise réputation. Que dirons-nous? De voir mignon du roi un courtisan honnête, voir un pauvre cadet l'ordre au col soutenir, un petit compagnon aux états parvenir, ce n'est chose, Morel, digne d'en faire fête. Mais voir un estafier, un enfant, une bête, un forfant,
un poltron cardinal devenir, et pour avoir bien su un singe entretenir, un Ganymède avoir le rouge sur la tête, s'être vu par les mains d'un soldat espagnol, bien haut sur une échelle, avoir la corde au col, celui que par le nom de Saint-Père l'on nomme, un Bélitre en 3 jours au prince s'égaler, et puis le voir de là en 3 jours dévaler, ces miracles, Morel, ne se font point qu'à Rome. La dernière année de son séjour à Rome, Joachim ne pourrait plus écrire à Duras « Je me réjouissais d'être échappé aux vices, aux Circés d'Italie, aux sirènes d'amour, et d'avoir rapporté en France à mon retour l'honneur que l'on s'acquiert d'un fidèle service. » Joachim, au printemps de 1556, a rencontré Faustine, autre belle romaine, qui a embrasé le cœur de l'intendant. Quoique mariée, elle vivait chez sa mère et on la soupçonne de n'avoir été qu'une courtisane. Peut-être Joachim a-t-il été victime d'un chantage. Le mari, en effet, est venu réclamer sa femme à l'amant et la lui a rendue après l'avoir enlevée et déposée au couvent. C'est ce que nous racontent les Amores, les amours en latin de Joachim du Bellay. Mais il est certain que la France, à distance, était devenue plus merveilleuse à Joachim. Rappelons le sonnet le plus célèbre des regrets. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestuila qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin. Plus mon petit Liré que le mont Palatin. Et plus que l'air marin, la douceur angevine. Ce sont les pompes romaines qui ont donné à Joachim la nostalgie de la mesure française qui a les couleurs de la liberté. Aussi, avec ses regrets, ne voilà-t-il pas que le poète écrit, pour se consoler, des jeux rustiques, où il n'est plus question de grands sujets, mais d'amour tout humain et de petites affections familières. Du Bellay peint son chien, son chat. Voyons l'épitaphe pour un chat. Mignardise, sans doute, mais protestation aussi contre les grandeurs fallacieuses. Donc Belot, premièrement, ne fut pas gris entièrement, ni tel qu'en France on les voit naître, mais tel qu'à Rome on les voit être, couverts d'un poil gris argentin, ras et polis comme satin, couchés par ondes sur l'échine, et blancs dessous comme une hermine. Petit museau, petites dents, yeux qui n'étaient point trop ardents, mais desquels la prunelle perce imitait la couleur diverse qu'on voit en cet arc pluvieux qui se courbe au travers des cieux. La tête à la taille pareille, le col grosset, courte l'oreille, et dessous un nez ébénin, un petit mufle lyonin, autour duquel était plantée une barbelette argentée, armant d'un petit poil follet son musequin damoiselet. Ce n'est rien, dira-t-on, mais quelle souplesse dans la forme, quelle élasticité justement féline. Joachim ne prend plus rien au sérieux, ni lui-même. Il quitte Rome en août 1957 et rentre en France pour s'y occuper des affaires du cardinal dont l'étoile a décliné. Il y retrouve procédures, chicanes, mais vit mieux qu'auparavant. Une prébende le ramène au Mans. Puis de nouveau c'est Paris, où Joachim occupe la charge de vicaire général du cardinal Jean du Bellay. Il habite alors la maison du cloître Notre-Dame avec le chanoine et chantre Claude de Bise, son propriétaire. Joachim est malade en l'automne 1559 lors des noces de Madame Marguerite, sa franche Marguerite, qui épouse le duc de Savoie. Cloué au lit, il est privé d'assister au départ de sa protectrice pour le duché. Le soir du 1er janvier 1560, du Bellay dîne encore de bon appétit avec son compagnon. La nuit, tandis qu'il a la plume à la main, Joachim du Bellay tombe frappé d'apoplexie. Le poète amoureux de la France fut inhumé comme les chanoines le 3 janvier 1560 à Notre-Dame.
les écoliers, grâce à Dieu, récitent encore ces vers. France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau qui sa nourrice appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Anthologie française. La radiodiffusion télévision française vous a présenté Du bel lait, une émission de Stanislas Fumet avec Michel Bouquet, Jean Topard et Martine Sarcey. Assistant René Raymond, réalisation Georges Gravier.